Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Lukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de cette fidélité renouvelée à cette émission, le tribunal de l'actualité. C'est un plaisir de vous retrouver pour partager notre regard critique et pluriel sur les faits majeurs de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à cette troisième convocation de la semaine puisque nous sommes mercredi 17 juillet 2019. Un crime n'est véritablement un chef-d'œuvre que si l'auteur reste impuni. D'autre part, l'impunité n'est complète que si la justice condamne un faux coupable. Jean Richepin, c'est un romancier et c'est une pensée à méditer en cette journée. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis le président Lukman Sanfo. Nous disons bonjour à Geoffroy Vaha qui est juste à ma droite, Bernard Boukma à ma gauche. Bonjour à tous les deux. Bonjour président, bonjour juge Bougouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vaha, bonjour président Sanfo, bonjour madame, monsieur. Merci d'être sur ce plateau pour donner votre lecture de la situation nationale et internationale en tant que juge au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous avons envie de donner suite à cette affaire de mort mystérieuse des 11 personnes gardées à vue, vous le savez, au sein de l'unité antidrogue de Ouagadougou, alors que les autorités annoncent une enquête administrative et judiciaire pour déterminer la cause de ces morts. On a eu une sortie, cette sortie en tout cas, d'un des syndicats de la police du Burkina Faso, en l'occurrence l'UNAPOL, l'Union Police Nationale, qui explique dans un communiqué que les conditions de détention et de commodité de violents pourraient avoir joué un rôle dans cette affaire. Le syndicat des policiers presse donc l'exécutif de ne pas prendre des décisions hâtives ni s'ingérer dans la procédure en cours. À noter aussi que le commissaire de l'unité en question, M. Richard Bellem, a été relevé de ses fonctions à titre conservatoire sur décision de la direction générale de la police. On va donner notre avis sur l'évolution de cette affaire dans la première partie de l'émission, le tribunal de l'actualité. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser à cette lutte contre la corruption, cette fois-ci à dimension continentale. Vous savez que la 10e édition du baromètre mondial de corruption Afrique, publiée à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption par Transparency International, en partenariat avec Afro-Baromètre, a révélé qu'une personne sur 4 doit verser des pots de vin pour accéder aux services en Afrique. Il faut aussi, on dit que, en tout cas, c'est l'enquête d'opinion la plus importante et la plus détaillée portant sur les opinions des citoyens par rapport aux pots de vin et aux autres formes de corruption en Afrique. Et les personnes interrogées pensent que leur gouvernement s'attaque mal à la corruption dans leurs pays respectifs. On va y porter un jugement dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Bienvenue à tous. Voici la première partie. Le principe précaution de cette émission, c'est de ne jamais rien condamner sans jugement préalable
alors on se donne suffisamment de recul pour apprécier l'actualité dans toute sa pluralité. Alors je précise aussi pour nous excuser qu'aujourd'hui vous pouvez nous suivre exclusivement sur Free TV évidemment, puisque nous avons des problèmes techniques au niveau de l'émission en radio, notamment sur Watt FM, et puis l'ensemble des réseaux synchronisés. On pourra revenir plus tard justement quand tout sera rentré dans l'ordre. Merci en tout cas et toutes mes excuses pour ceux qui nous suivent d'habitude en radio. Alors pour commencer cette émission, la première partie, les avant-propos, nous passons la parole au juge de l'actualité, Geoffroy Vaha. Merci président de me permettre de commencer donc. Et l'avant-propos que moi j'aurai, c'est le soulagement qui viendra dans 35 mois pour les Ouagalais, les usagers de la route, notamment ceux qui passent par l'avenue des Tansoba. Il y a donc des travaux qui ont été lancés hier par le président du FASO lui-même. On nous parle de 28 milliards de francs CFA, c'est ce que casque le gouvernement japonais pour que cela se fasse. Et puis n'oublions pas que ça s'imbrique dans une dynamique plus large. On parle de rocade, c'est plus large, ça va c'est une dorsale, ça va jusqu'au Nigeria et tout. Et on sait que pour ce qui est de ce tronçon-là, le soulagement sera des plus grands parce que il y a eu beaucoup d'accidents sur cette voie-là parce qu'elle est empruntée par les gros camions. Et on parle de 2 fois 2 voies, donc ça va soulager, ça va fluidifier, ça va c'est du beau au cœur pour ceux qui empruntent ces voies-là. Et puis, c'est tout ce que les populations demandent en termes d'infrastructure. Maintenant, c'est des efforts qui sont en train d'être faits. Le visage de Ouagadougou qui change petit à petit. On va dire que c'est un bon point et c'est ce qu'on voulait souligner. Je rappelle que ça s'imbrique dans un cadre vraiment plus large. Et voilà, c'était mon avant-propos de ce matin. D'accord, merci bien. C'est certainement un chantier que vous allez suivre de très près pour voir l'évolution. Évidemment. Et porter un jugement sur la conduite des choses. Bernard Bougma, c'est à vous à présent pour vos avant-propos. Merci Président. Mon avant-propos en lien avec les infrastructures routières. Là, je porte la voix d'un citoyen qui se pose des questions. C'est par rapport à la voie de contournement de Ouagadougou, donc qui a été lancée en grande pompe en présence même du président libérien et donc confiée à une entreprise burkinabé. Donc la question que les citoyens de cette zone se posent, c'est de savoir qui finalement de l'État ou de l'entreprise Eboumaf s'occupe du dédommagement des populations riveraines. Parce qu'effectivement ça traverse des champs, ça traverse des fermes. Et donc les uns et les autres sont interdits effectivement de venir au niveau de la culture, parce que ça va prendre une bonne partie, comme c'est une voie qui est très large. Maintenant, la question principale, c'est à qui ces personnes doivent s'adresser pour régler ces questions-là. Donc, c'est une interpellation qui est faite à l'endroit de ces deux, parce que il s'agit de l'État burkinabé et de l'entreprise. Et donc, la question qui est posée, c'est finalement qui s'occupe du dédommagement et c'est à qui on s'adresse. Parce qu'après le lancement des travaux, il y a eu un temps avant que les machines ne recommencent à vrombrir. Maintenant, ici, c'est à qui véritablement ils doivent s'adresser. C'est la question principale. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas en face un interlocuteur pour savoir comment est-ce que les choses vont se faire en termes de dédommagement, surtout qu'il y en a qui avaient des investissements. Parce que quand un paysan a un champ et puis chaque année il va, c'est là-bas qu'il tire sa pitance quotidienne. Mais surtout, bon, quand il y en a qui ont également bâti des fermes, donc effectivement, comment ces personnes-là s'y prennent. Donc je pense que c'est une interprétation qui vient et qui attend une réponse de la part de ceux qui sont concernés par ce projet de contournement de Ouagadougou. On peut terminer avec l'avant-propos de Geoffroy. Effectivement, le boulevard des Tansoba, c'est une infrastructure qui est très attendue compte tenu de des enjeux de cet axe-là et de l'envergure du projet, parce que c'est un projet à la fin qui doit faire école même pour d'autres pays, parce que c'est à un autre niveau de standing. Donc on attendra de voir comment est-ce que les choses vont se passer, mais on prie Dieu aussi que ça aille vite. Il ne faudrait pas que ça patauge comme l'éternelle route qui passe devant Yalagdo. D'accord. Merci à tous les deux pour ces regards croisés sur l'actualité à travers cette première rubrique baptisée les avant-propos. À présent, nous allons
prononcé sur la première affaire. Vous savez que des gardiens à vue à l'unité antidrogue ont été retrouvés morts le matin du 15 juillet 2019. Alors suite à cela, l'Union Police Nationale, qui est l'UNAPOL, dans un communiqué fait savoir qu'elle a dépêché une délégation sur les lieux et que celle-ci a fait un constat de nombre de constats. Et à ce titre, le syndicat explique que des bavures n'ont pas été constatées, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué. En revanche, il trouve que les conditions de détention étaient très délétères et qu'il aurait pu en tout cas causer le décès de ces gardiens à vue. Et fort de ce constat, l'UNAPOL s'est offusqué que ce genre de drame se produise dans un État qui s'est dit se soucier des droits humains, alors que aussi vous avez pu entendre le Premier ministre annoncer que des instructions fermes ont été données pour élucider cette tragédie inacceptable et administrer des sanctions. Le syndicat des policiers, lui, presse l'exécutif de ne pas prendre des décisions hâtives ni de s'ingérer dans la procédure en cours. Alors, on va y porter un jugement quand on sait aussi que le patron de cette unité a été relevé de ses fonctions à titre conservatoire en attendant justement de voir plus clair dans ce drame. Maintenant, pour commencer, avant de se prononcer justement sur cette sortie de l'UNAPOL, que pensez-vous de cette mesure suspensive qui intervient, le patron de l'unité qui a été relevé de ses fonctions? Votre regard d'entrée? Je pense que c'est à titre conservatoire. On n'a pas dit que c'est vous, mais on vous permet de vous mettre à l'écart pour qu'on puisse voir clair. Donc c'est une mesure conservatoire qui, somme toute, est normale. Parce que quand il s'agit de situer des responsabilités en pareille circonstance, les mesures conservatoires peuvent aller jusqu'au-delà même de sa personne et même dans son entourage immédiat, des gens peuvent être déchargés de leurs fonctions. Ce qui permet d'abord, premièrement, de confier les choses à une tierce personne qui pourrait être neutre dans la conduite des affaires, pour que s'il y a des traces ou des pièces compromettantes ou justificatives compromettantes, que cela ne soit pas effectivement caché et que on puisse avoir clair comme on le dit. Donc je pense que c'est une démarche normale, mais au Burkina, comme nous ne connaissons ni des mesures conservatoires, on connaît rarement les mesures conservatoires et rarement on connaît les démissions, même quand votre responsabilité est clairement établie. Il y a des moments où on demande aux uns aux autres de tirer les conséquences compte tenu de la situation. Parfois on n'a pas dit que c'est vous, mais on vous fait plus confiance dans la conduite des affaires. Non, mais monsieur ou madame sont accrochés. Donc ce qui fait que au niveau du Burkina Faso, ça fait jaser. Sinon ailleurs, dès que ça arrive, en tant que premier responsable, vous tirez déjà les conséquences avant même qu'on ne vous dise. Donc c'est à titre conservatoire, je dis, ça peut permettre de faciliter un certain nombre de choses au niveau de l'enquête, et c'est ce que je peux dire d'entrée. Geoffroy, vous, quel est votre regard? D'aucuns estiment que c'est trop tôt pour suspendre quelqu'un. On aurait pu attendre que l'enquête soit, en tout cas, donne quelques pistes de responsabilité avant de pouvoir prendre des mesures, parce qu'il faut craindre, selon ces personnes qui pensent de cette mesure-là, il faut craindre, parce qu'on a l'habitude souvent aussi sous nos cieux, quand on fait des annonces d'éclat comme ça, il faut craindre pour le classement du dossier. Est-ce que c'est votre regard aussi? Non, je pense que ce qui arrive, c'est plus que logique, c'est trivial même, parce qu'on ne peut pas faire une enquête qui engage la responsabilité de quelqu'un, parce que quand on regarde, ça s'est passé chez lui dans son commissariat. Il est le premier responsable, je ne dirais pas des faits en tant que tel, mais c'était sous sa responsabilité. Et donc, il y a une obligation, il y a un rattachement moral à ce qui est arrivé déjà. Maintenant, est-ce que le maintenir ne peut pas entraver l'enquête s'il y a des responsabilités à venir? Il y a beaucoup de questions qui pourraient être posées. C'est plus intéressant de le suspendre, et je le dis encore, c'est à titre, comment dire cela, c'est conservatoire, donc de le suspendre pour ne pas qu'il y ait des interférences au cas où, ou pour que l'on soit à l'aise aussi lorsque des résultats d'enquête seront donnés, parce qu'on aura pris la garantie qu'il n'y ait pas pu avoir d'interférence, ou il n'y ait pas pu avoir de pression, ou il n'y ait pas pu avoir d'implication qui change la donne et qui change peut-être les témoignages, qui changent certaines choses. Donc pour moi, ça n'est que logique aussi. Maintenant, quand je vois votre introduction,
ça me démange d'aller dans le fond, parce que quand on voit ce qui est pondu notamment par l'UNAPOL, on est dirigé vers quelque, comment dire cela, on est dirigé vers quelque chose à comprendre. On dit il n'y a pas eu bavure. Et on nous parle des conditions dans lesquelles les gardés à vue sont. Ça veut dire qu'on nous pointe, on nous montre une direction dans laquelle on devrait regarder. Manque d'hygiène, caractère exigu des lieux de détention, aération, manque de toilettes, tout ce qui a été énuméré. Voilà. Et c'est-à-dire que ils décrivent des conditions qui, pour eux, peuvent expliquer ce qui est arrivé. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas eu de bavure. D'autant que c'est 11 personnes qui meurent dans une cellule. C'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments. Combien de personnes il y avait dans la cellule? Il y en avait. Est-ce qu'il n'y avait que les 11 personnes? Et puis, on en parlait à demi-mot ici, parce qu'on l'avait utilisé en avant-propos, et rien qui est. On sait comment, quand on emmène la nourriture à un gardé à vue ou à un prisonnier, comment les choses se passent. On vous prend la cuillère, vous tournez la soupe, et puis vous la buvez vous-même. Bon, peut-être qu'il y a un kamikaze qui est allé leur donner à manger, et puis s'est retrouvé mort après, moi je ne sais pas. Mais je veux dire que il y a tellement de précautions qui sont prises. Maintenant, il y a une enquête qui est ouverte. C'est vrai que, et puis il y a une question d'autopsie. Donc, très rapidement, on pourra trouver les raisons scientifiques de leur mort. Ça va permettre de guider. Mais quand on lit le communiqué qui est donné par l'UNAPOL, il faut dire clairement que ça nous guide quand même. Et en plus que c'est les professionnels du domaine. Et n'oublions pas que même sur ce plateau, on a entendu comment dire ça, l'ordre des avocats parler de la question des détentions, que ce soit dans nos prisons ou même pour les garder à vue. C'est pas la première fois que ces choses-là reviennent. C'est souvent des, comment dire cela, c'est souvent des petites salles, c'est tellement exigu. Maintenant, vous mettez plus qu'il ne pourrait en contenir de personnes, il y a des risques de suffoquer, il y a plein de choses. Donc, j'ai dit, quand on lit le communiqué de l'UNAPOL, on a l'impression qu'on est dirigé vers quelque chose. Bernard, justement, Geoffroy a introduit cette sortie de l'UNAPOL. Alors, d'aucuns estiment que c'est aussi un empressement, parce que tout de suite conclure qu'il n'a pas constaté de bavure, c'est trop vite conclure à quelque chose, alors qu'il y a une enquête officielle qui est ouverte. Oui, effectivement, pour liser les premières phrases. Donc l'orientation est clairement définie par rapport au regard où on vous dit c'est mieux de vous diriger vers ce côté. Là, je suis d'accord avec ce que Geoffroy a dit, parce que quand vous lisez, on a dit, malgré que le gouvernement dit qu'il travaille pour la promotion des droits humains, là c'est tout clair. Et on dit aucune bavure n'a été constatée, et on précise les commodités de détention et de commodités du violent, notamment d'hygiène, d'exécuter du violent, d'aération et d'absence de toilettes, ont été jugées très délétères par les gardés à vue et susceptibles de causer le décès de leurs codétenus. Et avec une précision, les déviances comportementales des gardés à vue au cours de la nuit auraient été constatées. Donc, déviance comportementale des gardés à vue, la déviance comportementale n'a pas été suffisamment expliquée, mais les commodités du violon ont été expliquées. Parce qu'on a dit que les conditions de détention de commodités du violon, entre parenthèses, notamment, on commence à citer l'hygiène, l'exécuté, l'aération, l'absence de toilettes. Ça, c'est bien détaillé. Mais les déviances comportementales, il n'y a pas eu de précision là-dessus. Il y a un flou là-dessus. Il y a un flou là-dessus. Pourquoi? On leur a dit seulement déviance comportementale, ils s'en sont contentés. Maintenant, par rapport aux commodités... Peut-être qu'il y a eu des bousculades... Ah oui, mais quand il y a eu la déviance comportementale, c'est à quel niveau? Ils dansaient, ils insultaient les autres, ils frappaient les autres. Est-ce que... ou bien ils ne se comportaient pas bien, il y avait des malaises. Le comportement déviant, mais sans autre forme de précision. Ça, voilà, chacun de chercher à savoir ce que ça veut dire déviance, avant de savoir déviance comportementale peut aller dans quel ou quel autre sens. Alors que ce sont des éléments également qui sont très importants. Alors, maintenant, déviance comportementale des gardés à vue. C'est l'ensemble des gardés à vue ou bien c'est ceux qui sont décédés? Donc, je suis plus situé par rapport aux commodités que par rapport aux déviances comportementales.
Il faut faire remarquer qu'il y avait quand même une trentaine de personnes dans la cellule. Voilà. Maintenant, s'il y a un lien entre les deux, le communiqué ne permet pas d'aller au-delà. Alors que pour un communiqué qui vient dans ces conditions très tendues et suffisamment floues, parce qu'il y a l'enquête qui est en train de se dérouler, si vous voulez le faire, c'est mieux d'avoir plus de précision pour que les uns et les autres puissent effectivement être situés. Parce que là, on est plus canalisé vers... Pour le moment, on pointe du doigt les commodités qui pourraient être à l'origine. Est-ce qu'il y a autre chose? Vraiment, c'est très difficile de le savoir. Effectivement, Geoffroy parlait de nourriture. Est-ce que c'est... Il faut aller là, sur la piste d'une intoxication alimentaire ou bien d'un crime prémédité, c'est-à-dire d'un empoisonnement, ou bien c'est comme le dit le communiqué de l'UNAPOL. Donc j'ai dit, quand on regarde, effectivement on oriente le regard déjà qu'il y a des commodités qui ne sont pas bien sur le plan, qui pourraient être effectivement à l'origine. C'est d'ailleurs l'une des parties qui a été reprise comme titre pour plusieurs médias, c'est cette partie-là. L'exécutif de détention pourrait être un facteur là. C'est cette partie qui a retenu l'attention des médias. Des médias. Alors que bon, ils demandent de ne pas prendre des décisions hasardeuses, de ne pas effectivement aux autorités de ne pas s'ingérer dans la conduite des enquêtes. Et saluent le professionnalisme toujours. La police, c'est normal. C'est un syndicat qui sort pour s'exprimer. Il ne faudrait pas attendre qu'au nom de la solidarité professionnelle, les uns et les autres se démarquent facilement de leur corps, sauf quand c'est véritablement avéré. Mais on n'est pas plus situé que d'indexer l'exécuté des lieux. Justement, Geoffroy, quand on considère le fait que un syndicat par essence est cet organisme qui défend les intérêts moraux et matériels de ses membres, est-ce qu'on peut voir en cette sortie de l'UNAPOL un moyen de protéger tout de suite on va dire les policiers qui peuvent être incriminés dans cette affaire, ou bien on peut y voir aussi une contribution à la manifestation de la vérité? Contribution à la manifestation de la vérité, dans tous les cas, pour moi, ils ont joué sur les mots pour nous indiquer quelque chose qu'ils ont dit à demi-mot. Maintenant, clairement, ils défendent les intérêts de leurs membres, de leur corporation, de ceux qui en font partie. Quand ils disent de go comme ça, il n'y a pas eu de bavure, ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher dans leur camp. Alors qu'on est en train de chercher à savoir d'où ça vient. On ne peut pas mourir comme ça. L'INTM, garde à vue. C'est garde à vue. L'essence étymologique, même quand vous gardez à vue, on garde quelqu'un à vue et puis il meurt. Vous ne savez pas pourquoi. C'est qu'il y a un problème. Et puis, 11 personnes d'une même affaire. Il y a beaucoup d'intrigues aussi dans ce qui s'est passé. Et puis, je crois aussi que quand vous êtes interpellé et tout, il y a que le plus important, c'est que vous soyez en vie, vous soyez en bonne santé pour pouvoir répondre et, on va dire, apporter des éléments qui puissent nourrir le déroulé de l'enquête, qui puissent, on va dire ça, pour finir ce qu'on a comme position sur vos responsabilités ou pas. C'est pour ça que vous êtes gardé à vue. Mais en même temps, vous êtes aussi vous êtes protégé de ceux qui pourraient être inquiétés par vos révélations. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Et puis on parle d'un réseau de trafic de drogue, selon les informations qu'on a eues. Bon, si vous les attrapez, qu'il y a d'autres qui sont dehors, sachez que ça ne les arrange pas qu'ils parlent. Il y a beaucoup de choses. Donc je dis, quand vous êtes... Pour moi, quelquefois on vous garde à vue pour votre propre intérêt à vous aussi. Maintenant, quand ça arrive comme ça, on se pose beaucoup de questions. Maintenant, il parle des questions d'hygiène, le manque de toilettes. Bon, je ne sais pas si les manques de toilettes, ça tue quelqu'un. C'est clair qu'après, les conditions d'hygiène, quand ça dure, vous pouvez choper des maladies, des choses, ça c'est clair. Maintenant, 11 personnes en même temps. Alors, dans celui, il y a beaucoup de questions dans ce qui s'est passé. Et dans le communiqué, il y a fort indiqué quelque chose, mais en même temps, il y a la protection, il y a dit de ne pas chercher dans l'autre camp, parce que nous, on n'a pas fait de bavure, mais c'est aller chercher ailleurs, mais il y a un point. Est-ce que cette attitude ne s'explique pas par le fait qu'il y a l'autorité quand même qui a donné de la voix, qui parle déjà d'instructions fermes qui ont été données, qui parle de sanctions à administrer plus tard? Est-ce que c'est pas ce qui inquiète l'UNAPOL
finalement. Mais à quoi il faut s'attendre dans ce cas de figure? 11 personnes meurent dans un commissariat alors qu'ils sont gardés à vue, et puis il n'y a pas de fermeté à avoir, il n'y a pas d'instruction ferme à donner. Est-ce que c'est pas la possibilité d'une émission politique dans l'affaire qui peut... C'est pas une question d'émission politique. C'est quelque chose de grave qui est arrivé. Et à la hauteur de la gravité, il faut avoir le ton de la fermeté, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de commissariats, on connaît, vous partez, quand on vous dit que on a envoyé votre frère là-bas, vous commencez à courir y aller. Hein. Non, c'est la vérité. Et ça se sait, c'est pas de. Je ne trahis pas un secret. Donc je veux dire quoi? Il y a des choses qui passent. Donc, je ne sais pas si de mémoire, vous avez déjà appris qu'il y a eu 11 personnes qui sont mortes en garde à vue ici. C'est inédit. C'est inédit, donc c'est assez grave. Donner des instructions fermes, c'est pas une question d'émission ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez? 11 personnes vont mourir dans un violon, et puis bon, ouais, c'est tranquille, on est là, on cause, essayez de voir comment vous allez gérer ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis c'est pas dirigé forcément contre eux. Il y a des responsabilités qui seront fixées. Et puis les gens sauront, mais à la vérité, ils ne sont pas morts au tribunal, ces personnes-là ne sont pas mortes pendant qu'on était en train de les filer. Elles étaient gardées à vue. Donc il y a un premier responsable, au moins, il y a quelqu'un qui est engagé prioritairement. C'est celui qui a à charge la garde à vue. Ça, il n'y a pas 36 façons de voir la chose. Maintenant, comprendre qu'est-ce qui est arrivé. C'est pour ça que je dis qu'il y a des éléments qui sont intéressants dans le communiqué de l'UNAPOL. Quand on parle de... Bernard disait, quand on parle on parle de quoi comportemental là, et déviance comportementale. C'est quoi déviance comportementale? Vis-à-vis de qui? Et puis comment ça a été réglé? C'est une question. C'est une question. C'est quoi déviance comportementale? Bon, vous dites, vous n'avez pas fait de bavure, mais il y a eu des déviances comportementales. Déviance comportementale, comme vous êtes à l'aise pour dire qu'il n'y a pas eu de bavure, je pense que vous devez être à l'aise pour donner aussi un certain nombre d'éléments. Je ne dis pas que on a notre préconçu que forcément c'est des policiers qui ont fait ça. N'oublions pas que c'est des gens qui ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête, et donc forcément il y a d'autres personnes qui n'avaient pas aussi envie que les choses arrivent à elles. Est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Mais même si c'est ça, quand vous êtes gardé à vue, ça veut dire au moins que vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'on pose. Et puis ça s'est passé un week-end, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'on pose. Maintenant, la même façon qu'on pourrait penser d'un côté qu'on a le politique qui veut forcément donner la leçon, qui veut trouver des moutons noirs, faire la politique la stratégie de comment on appelle ça, la tâche d'huile, pour dire que non, il faut que ça serve de leçon. De la même façon aussi, il ne faut pas s'empresser de dédouaner, alors que c'est très sérieux ce qui est en train d'arriver. Il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser le travail se faire et éviter les jeux de pression. Parce que d'une façon ou d'une autre, si les légistes font leur boulot, si c'est un empoisonnement, on saura. Si des gens ont été tabassés, on saura. Si les gens se sont tabassés entre eux, c'est là. Maintenant, comment 11 personnes du même enquête seul tombent, c'est toute la question. Ça paraît vraiment bizarre. Et le communiqué de l'UNAPOL, je dis encore, quand on finit de le lire, il y a un bon doigt qui est pointé quelque part, mais en même temps on lâche quelques mots qui sont très troublants. Eh bien là, c'est aussi votre regard, l'UNAPOL qui presse l'exécutif de ne pas s'ingérer dans la procédure judiciaire et elle-même donne des pistes. Est-ce que finalement aussi c'est une ingérence, on peut le comprendre? En fait, justement, c'est là où effectivement on se pose des questions. Si l'autre camp ne doit pas s'ingérer pour garantir effectivement une enquête suffisamment neutre et donc crédible, bon, il y a également que chaque camp puisse savoir raison garder. Mais quand vous dites, c'est le premier point de constat, c'est qu'aucune bavure n'a été constatée. Ça, c'est le premier point. Et donc, un autre point, les déviances, il y a eu déviance comportementale, mais la règle, jusqu'à, ils disent déviance comportementale, mais comment ça a été contenu, comme l'a dit. Ça, effectivement, c'est comment est-ce que ça peut être contenu. Est-ce qu'ils se sont boxés entre eux? Et la garde n'est pas intervenue.
ou bien c'est en voulant effectivement régler ces problèmes-là de comportement que nous sommes arrivés dans cette situation. Maintenant, vous dites de ne pas vous ingérer, vous dites qu'il n'y a pas eu de bavure, mais il y a eu les détenus, il y a eu de la violence, des déviances comportementales et tout, mais si le rapport conclut autre chose, qui engage maintenant la responsabilité des gardes, donc de vos confrères ou de vos collègues, comment faire? Est-ce que vous allez remettre en cause parce que vous êtes allé très tôt et puis vous avez vu des éléments de piste, donc des éléments sur la main qui vous disent que c'est dans telle direction que les choses doivent aller, et puis après le rapport révèle autre chose. Et quel pourra être maintenant votre regard et votre position vis-à-vis de ce rapport qui peut sortir et qui pourrait effectivement accabler vos hommes? Parce que c'est possible. On dit bien entendu il y a eu bavure parce que effectivement il y a eu des risques, ils sont en train de se boxer, la garde est intervenue et puis maintenant bon, il y a eu, après on fait comment? Est-ce qu'on a vu l'affaire Justin Zongo où on dit il y a une gifle qui est partie, après on dit ce n'était pas une gifle, après on dit non c'est parce qu'il parlait beaucoup que je l'ai giflé pour qu'il se taise, et puis bon après on dit c'est une méningite. Bon, c'est devenu un autre problème. Alors qu'en la matière, le mieux, c'est de dire réellement les choses telles qu'elles se sont passées. Parce qu'il y a des co-détenus et cette vérité-là ne pourra pas être cachée. Si c'est au matin, au réveil, ils ont constaté qu'il y a 11, effectivement, qui sont décédés entre les co-détenus, ils se posent des questions. Oui, mais il y a des éléments quand même qui indiquent qu'il y a eu, avant leur décès, il y a eu quelque chose, déviance comportementale. Mais ça, il n'y a pas de précision là-dessus. Une réaction, oui? Moi, je reviens toujours au communiqué de l'INAPOL. Nous, on ne charge pas ici la police, hein, on ne charge pas les éléments de la police, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des questionnements, c'est des questions qui sont posées, un ensemble de questions, et puis tout le mal, tout ce qui est genre de comment dire ça, forcément on est mal à l'aise face à la question. C'est ce qu'on traduit ici. Maintenant, la posture pour moi n'est pas d'emblée de dire que nos gars n'ont rien fait. Je pense aussi que il faut accepter que si vous voulez être crédible, ce n'est pas de défendre tous azimuts. C'est de dire qu'il est possible, dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Mais on garde le corps sain en acceptant de les en extirper. Et ce n'est pas aussi dans faire front ou dire qu'on est blanc comme neige qu'on résout les choses. Non, c'est d'espérer même qu'il y ait la vérité. De mettre pression pour qu'il y ait la vérité. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Et quand on saura, on sait que nos policiers sont bien formés, c'est pas leur façon d'être. C'est pas ce qui leur est enseigné. C'est les garants de la loi. La loi ne permet pas ces choses, ne permet pas un certain nombre de choses. Donc ça permet de lire et de voir. Si leur responsabilité n'est pas engagée, ils seront encore plus à l'aise. S'il y a la responsabilité de certains qui sont engagés, les moutons noirs, vous les en sortez. Vous dites, nous ne fonctionnons pas comme ça. Je pense que c'est ça qu'il faut étudier, c'est ce qui devrait être la posture. Mais en même temps, on est aussi dans un monde où on connaît aussi la réalité. Facilement, quand des choses sont très graves, parce que c'est inédit ce qu'on vient de voir, on veut donner la leçon, on veut régler des vieux comptes, et puis on veut quelquefois aussi sur certains chapitres où on a manqué d'être ferme, montrer que nous on a de temps en temps on peut être ferme. Et ça, quand c'est comme ça biaise. Je pense que vous parlez du côté de l'autorité. Oui, c'est peut-être aussi ce que ressent un peu l'Union et commence à sortir déjà pour dire il ne faudrait pas qu'on aille vers cela. Mais ça ne... Aller à dire il n'y a pas eu de bavure déjà, c'est comme s'ils ont déjà auditionné tous les gars de... Comment dire cela, les gars du commissariat, ils ont toute l'histoire, eux ils ont fini, ils ont tiré leurs conclusions et puis ils ont donné... Mais c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, et donc aller chercher ailleurs. Alors qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour savoir d'ailleurs s'il y a eu bavure ou pas. Donc faut attendre. D'accord. Alors, autre chose soulevée par le syndicat, c'est qu'il a saisi l'occasion pour demander au gouvernement de travailler à améliorer les conditions de détention dans les services de police en réfectionnant ou en construisant des salles de garde à vue, aussi en dotant la police de moyens conséquents pour la prise en charge des détenus. Ça, quand même, c'est une réalité qu'il faut le dire. Bon, c'est une réalité et puis c'est un vieux combat des organisations de défense des droits humains. Monsieur Yamego était là hier.
je pense que c'est un de leurs combats. Donc l'amélioration des conditions de vie, effectivement, des détenus. Et donc il passe par les questions d'hygiène, l'aération, en tout cas, ça a été le cri de cœur de plusieurs Burkinabés, des activistes de la société civile. Des journalistes ont fait des travaux d'investigation là-dessus pour montrer que réellement l'univers carcéral mérite beaucoup d'attention. Ensuite, vous avez tout dernièrement, quand les avocats ont entamé leur mouvement d'humeur également, ces questions sont revenues sur la table. Donc ça dit que là c'est une porte défoncée. Donc c'est un argument encore qui va être effectivement brandi et naturellement insister là-dessus. Donc c'est une occasion pour toutes ces organisations de défense des droits humains d'insister sur ces questions, par rapport à l'amélioration de conditions de détention. Parce que les maisons d'arrêt de correction sont largement dépassées. Vous avez des gens qui sont même oubliés. Remonter le dossier, se trouve que même les juges l'ont oublié. Le dossier a été oublié et monsieur est en détention. Donc ça, il y a un travail à faire, parce que sur le plan de l'univers carcéral, comme on le dit, l'homme de la rue de Ouagadougou, ça ne va pas. Exécuter les lieux, c'est inconfortable et tout, et bon, voilà. Bon, donc, après l'insurrection, il y a une bonne vague des autorités qui ont découvert l'univers carcéral. Et aujourd'hui, il y a des autorités qui nous dirigent. Et comme je pense que comme la roue tourne, les uns et les autres pourront effectivement, c'est comme dans le domaine de la santé, contribuer à améliorer les choses, parce qu'on ne sait jamais. Donc je le dis parce que je touche du bois. C'est pas qu'on charge encore où on le souhaite, mais à la réalité. C'est évident, nous sommes tous des potentiels gardés à vue et des potentiels hospitalisés. Exactement. Donc les deux sont intimement liés. La qualité de la santé, la qualité des maisons d'arrêt et de correction doit être effectivement de mise. Vous voyez que certaines personnalités ont été épinglées. Oui. Après, il y a eu, on bénéficiait d'un non-lieu, mais avant de bénéficier de ce non-lieu devant la justice, vous avez passé un temps là-bas. Donc, beaucoup de maires, d'élus locaux burkinabés ne diront pas le contraire par rapport à, vous savez que la plupart des autorités qui ont goûté les prisons burkinabés, c'est les maires qui trônent en tête pour des affaires de parcelles, pour des ceci ou cela et tout et tout. Parfois, il y a des... Politiquement, on orchestre pour pouvoir vous mettre aux frais. D'autres, réellement, c'est par leur propre comportement qui se sont retrouvés aux frais. Donc là, ces messieurs-là ont pu avoir une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, des ministres burkinabés ont pu voir ce qu'il y a dans une prison burkinabé. Donc, c'est en même temps une interpellation. Donc pour moi, c'est bien que l'UNAPOL insiste sur ça. Je salue cela. C'est bien que l'UNAPOL insiste sur les conditions de détention, non seulement par rapport au respect de la loi, par rapport pour la garde à vue, mais maintenant quand vous êtes déféré de l'autre côté, effectivement qu'il puisse avoir un minimum de commodité. Est-ce que vous savez que vous êtes au Burkina en prison ou en détention, même jusqu'au droit de vote on vous dénie, alors que vous n'êtes pas déchu de vos droits civiques. Ils ne votent pas, alors qu'ils ont le droit. S'ils ne sont pas déchus de leurs droits civiques, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voter? Mais parce que dans la tête, dans le mind burkinabé, dès que vous êtes en prison, vous êtes un malpropre, vous n'êtes plus digne, vous n'êtes même plus digne de quoi que ce soit. Il y en a même qui ne veulent même pas que vous respirez, parce que on vous a... Alors que ça peut être injustement, et puis ça peut arriver à tout le monde. Donc ce côté-là, on a moins pensé à cela. Je pense que 2015, on a fait un pas en avant par rapport au vote de ces messieurs-là. Mais il y a un travail à faire. Donc on leur dénie jusqu'au droit civique, parfois. Et puis bon, alors qu'ils ne sont pas déchus de leurs droits civiques. Donc il y a tout un ensemble à améliorer dans tout le mécanisme. Ce n'est pas seulement les conditions, mais même sur le respect de leurs droits. Pour se soigner, il y en a qui ont des problèmes. Je ne parle pas des pensionnaires de luxe, qui parfois bénéficient de facilité de soins, et parfois il y en a qui traversent la frontière. On a vu avant les autorités l'affaire qui avait défrayé la chronique, Bala le pétrolier est sorti pour des soins, et puis
après lui, il y a un autre gros poisson, pas dans l'univers politique, mais dans le domaine des affaires, sorti pour des soins, mais qui est parti. Mais eux, ce sont des pensionnaires de luxe. Mais je parle d'autres, ceux qui sont pris pour des problèmes d'animaux volés, ou bien de téléphones cellulaires ou d'engins volés, et puis vous vous retrouvez là-bas, vous n'avez personne pour plaider en votre faveur, vous n'avez pas, et puis vous êtes là. C'est des délits, mais vous êtes là. Et après, on vous oublie, et après vous avez des problèmes de santé pour sortir vous soigner, on vous refuse ça. Donc il y a un travail à faire sur toute la chaîne pour pouvoir effectivement améliorer l'univers carcéral. D'accord. Alors, je ferai une occasion toute trouvée pour interpeller le gouvernement quant à sa responsabilité dans les conditions de détention au niveau des services de police au Burkina. Oui, ça c'est clair. Et puis, je le dis, c'est même pas... Là-bas, c'est des... N'oublions pas aussi que c'est des espaces de travail pour certaines personnes qui ne sont pas condamnées. Mais ils vivent les mêmes conditions que le condamné. Et c'est clair. Et eux-mêmes, quand ils voient c'est invivable, ils le dénoncent, que ce soit les policiers, que ce soit les gardes pénitentiaires et tout. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à dénoncer. Même quand vous êtes dans une situation de privation de vos libertés de façon ponctuelle, vous êtes presque traité comme un sous-homme. Et ça, ce n'est pas normal qu'il y ait des conditions aussi délétères. C'est vraiment pas normal. Et je pense que là, l'UNAPOL a raison de mettre le doigt sur ce problème-là. C'est exigu. Vous pouvez pas. C'est à la limite irresponsable de mettre une trentaine de personnes dans un cachot qui ne devrait ne recevoir que peut-être la moitié, au maximum. Et qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que c'est de la torture. C'est pas normal. Mais chez nous, c'est... Bon, on dit c'est toi qui as cherché, sinon tu n'allais pas être là-bas. Alors qu'on oublie que nous tous, nous pouvons passer là-bas. Exactement. Nous tous, nous pouvons passer là-bas. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir donné votre regard sur l'évolution de la situation. Une affaire que nous allons suivre encore de très près pour voir comment est-ce qu'elle va se dessiner dans les faits, les jours à venir. Merci. On va maintenant s'intéresser à la deuxième affaire, c'est cette affaire de la lutte permanente contre la corruption au niveau continental africain, on va dire. Alors, vous savez que la 10e édition du baromètre mondial de la corruption Afrique, qui a été publiée à l'occasion de la journée africaine de la lutte contre la corruption par Transparency International, en partenariat avec Afrobaromètre, a révélé qu'une personne sur 4 doit verser en Afrique des pots de vin pour accéder aux services. On dit aussi que les enquêtés disent que la plupart de leurs pays s'attaquent mal à ce phénomène de la corruption. Alors, quel regard on peut porter sur cette affaire? Geoffroy, la question de la corruption à dimension africaine est une réalité, une photographie qui montre ici que tous les pays vivent dans la même réalité au niveau de l'Afrique. Votre regard d'entrée? Notre regard d'entrée, c'est la corruption et la réalité de nos limites en termes de gouvernance et du manque de rigueur qu'on a. Quand on dit corruption, les gens voient les arrangements de la masse, c'est-à-dire que les petits arrangements qu'on fait entre l'agent du public et puis un demandeur de service ou quelqu'un qui n'a pas respecté ceci ou cela, qui doit payer une contravention ou quoi que ce soit, voilà, on voit ça. Mais la question de corruption, ça concerne aussi des millions et des millions, dans lesquels c'est plus gros qui est engagé. C'est ça aussi la réalité. Et tant qu'on n'a pas une gouvernance saine, on n'a pas l'exemple qui est donné depuis le haut, ça sera compliqué. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse arriver dans des systèmes où vous aurez par exemple, ça pion sur rue, vous savez que vous avez des responsables au haut niveau qui, parce qu'ils ont, comme on appelle le pouvoir décisionnel, ils font quoi? Ils ont le moyen de pression, ils vont se créer des entreprises écrans, ils se donnent des marchés, ils gèrent par rapport. Celui qui en bas s'est dit, bon, écoute, chacun essaie d'avoir ce qu'il peut comme il veut, hein. Et ça, quand c'est comme ça, ça devient systémique. Et la corruption, ça devient un mode de vie, ça devient un mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que sur notre continent, cela a pion sur rue. Parce que vous vous dites que l'autre le fait. Pourquoi je veux m'emmerder? Et puis même quelquefois, quand vous êtes en règle, on vous y contraint. Ça veut dire quoi? Je décide d'entrer dans le transport en commun et tout, j'ai mes trucs en règle, je veux faire tout bien et mon cher, mais les tracasseries sur là, comme vous dites que vous n'allez pas payer,
Le temps que vous allez perdre là, c'est les clients que vous allez perdre par après. Vous avez vos pièces, non? Attendez. Et on va vous faire comment dire ça? On va faire subir ça à chaque point. Mais en définitive, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de payer. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais est-ce que, à l'image de la démocratie, on dit il faut une démocratie à l'africaine, il ne faut pas aussi une lutte africaine contre la corruption, parce que d'aucuns estiment qu'il y a des valeurs africaines aussi dans ce qui est dénoncé dans la lutte contre la corruption, notamment la solidarité, etc., etc. Oui, mais la reconnaissance, qui sont des valeurs africaines, exactement. Mais la corruption, c'est quoi? C'est pas la reconnaissance, je suis désolé, ça n'a rien à voir. La corruption, c'est donner de l'argent en échange d'un service ou d'un bien auquel on n'a pas droit ou pour lequel on paye. C'est contre. C'est-à-dire qu'il y a une contrepartie derrière. C'est ça la corruption. Ce n'est pas... et même quand... Ça veut dire que quand vous finissez, vous faites le travail parce que je dois vous donner un cadeau. Je suis désolé, c'est pas parce que le cadeau est donné après que c'est pas de la corruption. On a essayé même de réglementer cela, on parle de... Voilà, mais tant que le service que vous rendez est conditionné par ce qu'on va vous donner, que ce soit avant, pendant ou après, c'est de la corruption, mon cher. Mais s'il va vous trouver à la maison et puis vous donner 2 iPhones, je suis désolé de faire la publicité, il vous a corrompu. Parce que quand vous faisiez le travail, vous saviez que c'est ce qui allait arriver. Donc c'est pas ça. Maintenant, quand on parle de non-valeurs africaines et tout, moi, je suis désolé, hein. Tant qu'on ne met pas l'exemple, on ne donne pas l'exemple depuis là-haut et qu'on n'en fasse pas une obligation de vie, ça sera comme ça. Il y a des pays où vous n'allez pas vous y amuser. Parce que c'est comme ça, c'est dans l'ADN culturel. Mais on parle de l'Afrique. Oui, mais il y a des pays, que c'est pour cela que ça ne marche pas, on a des difficultés pour lutter contre la corruption. Il y a des pays qui le sont moins. Chez nous ici, c'est-à-dire que parvenir à ne pas payer, par exemple, ses impôts, ça c'est... Ouais, le gars, il s'arrête pour faire des déclarations qui ne sont pas bonnes. Non, c'est normal. C'est qui fait ça, s'il n'a pas volé, c'est comme ça. La personne vous dira ça comme ça de go, comme si c'est naturel. Et le gars, quand il échappe à quelque chose, mais il a fait un petit arrangement, il a pu, au lieu de payer les 12 000, il a fait son petit arrangement, le monsieur il a empoché ses 6 000, lui s'il a pu gagner ses 6 000, il dit, ah non, tiens, ils m'ont attrapé la dernière fois, j'ai eu la chance, hein. C'est une chance. Mais quand il s'assoit, il dit, non, tous nos gouvernants là, c'est des corrompus. Ça c'est des corrompus. Mais pour lui, c'est la chance. Donc tant que on ne se met pas sur le même dénominateur commun. On ne comprend pas que la corruption, il n'y en a pas de petite, il n'y en a pas de grande. Et que le là doit être donné depuis le haut à travers une certaine, comment on appelle ça, un certain mode de vie, une façon d'être, et quand même une poigne et une fermeté dans la façon dont on conduit les choses, savoir que les choses de l'État, c'est les choses de l'État. Ce qui est pour nous et à nous. Maintenant, quand il y a des collusions, il y a comment on appelle ça, des abus comment on appelle ça, de position, parce que je suis à temps, les marchés qui viennent, je crée des trucs et je fais les passes droits. C'est ça le problème. Donc du coup, quand les autres y regardent, ils se disent bon, apparemment c'est comment dire ça, c'est une grosse viande dans laquelle chacun doit venir couper sa part et puis ça continue. Quand vous allez venir épingler quelqu'un qui s'est rendu coupable de corruption, on sait que c'est dans le process même pour qu'il y ait l'acte punitif, il parvient même à s'en sortir en arrivant à corrompre ceux qui sont censés faire appliquer les textes. Vous voulez qu'on en sorte comment? Donc ça devient systémique. Maintenant, c'est vrai, on arrive, mais les résultats de l'enquête sont quand même assez interpellateurs. Ils disent que ce sont les secteurs assez, on va dire, capitaux comme la santé ou l'éducation, où ce sont les plus vulnérables qui sont aussi appelés à donner des pots de vin pour pouvoir avoir droit à ces services-là. Ça, c'est assez inquiétant quand même. Oui, c'est assez inquiétant, mais c'est la situation réelle du tableau. Donc, maintenant, il ne faut pas qu'on se mette en tête que on parle des États africains. Donc au Burkina, on pourrait dire non, c'est pas une grande échelle. Là, je peux être d'accord, mais c'est une cartographie des États africains. Et ce qui est dit, effectivement, c'est vrai. Parfois, dans le couloir d'hôpitaux, si vous ne connaissez pas quelqu'un, ou bien si vous n'arrivez pas à mettre la main à la poche pour inciter à venir voir votre patient, mais le patient va traîner dans le couloir.
Et donc au niveau de l'éducation, c'est pareil pour avoir la classe, avoir la place à l'école et ou passer parfois en classe supérieure. Donc il y a des enseignants parfois qui sont soudoyés. Et donc d'un pays à un autre, les secteurs diffèrent. Ici, quand le RENLAC fait son classement, le secteur de la santé et de l'éducation n'occupe pas les mêmes rangs que les rangs de forces de défense et de sécurité. Parce que c'est à divers niveaux, à divers endroits, il y a divers corps. Vous parlez de la reconnaissance. Il n'y a pas cette société au plan mondial qui ne reconnaît pas la reconnaissance. Non, il n'y en a pas. Maintenant, cette reconnaissance-là, les uns et les autres prennent ça pour justifier en Afrique. Mais c'est quoi ça? Quand il s'agit de reconnaissance, normalement, ça doit venir après tout. C'est-à-dire que vous avez fini de rendre service, monsieur ou madame est satisfait, et après dit, bon, écoutez, ça c'est moi qui vous donne ça en guise de reconnaissance pour la diligence et tout. Vous dites non, 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 non. Il dit non, ça c'est moi qui vous donne. Voilà. Mais ça c'est différent de ce qu'on dit. Entre quelqu'un qui n'a pas respecté le fait, qui d'abord s'est assis au kiosque, à café, qui a insulté la police parce que c'était un corps corrompu, qui se lève, qui ne respecte pas le premier feu tricolore, et la même police l'attrape, et puis à côté il dit mais comment on fait? Est-ce que il commence à négocier pour voir, est-ce que lui-même ne peut pas glisser un billet avant de partir? Là il dit pardon chef. Il dit pardon chef. Est-ce qu'on peut... Voilà. Mais ça, il y a un problème. Mais c'est le même là qui, tout de suite, le kiosque disait non, les autorités sont de corrompus, c'est pas la peine, c'est l'argent qu'ils cherchent seulement. Mais quand il est pris au feu, le premier réflexe, c'est comment on peut faire. Non, donc, ça, ce n'est pas une affaire de reconnaissance. Ça n'a rien à voir. Et même cette reconnaissance, il y en a qui refusent. Mais pour les citoyens, ça, c'est de la petite corruption. Mais justement, quand il est en position de faire une petite corruption, quand il sera en position de faire une grande corruption, il va faire la grande corruption. Ça a des degrés moindres. Donc, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, ça a des degrés, c'est par au fur et à mesure. À échelle. C'est à échelle. Voilà. Donc, quand c'est pour un gros marché, vous ne mettrez pas le même facteur que quand il s'agit d'un engin à 2 roues qui a été pris au feu. Donc, pour non-respect du feu tricolore, ou bien pour un défaut de signalisation de votre monture, non, ça, ce sont des choses qui sont pratiquement... Alors, l'autre volet de la question, c'est que les enquêtés pensent que les différents États s'attaquent mal au phénomène. Est-ce que c'est le cas pour le Burkina Faso pour vous? Au Burkina, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a la société civile qui n'abandonne pas le combat, donc je pense au RENLAC, qui mène ce combat-là et qui parfois, effectivement, est minimisé. Vous voyez que quand le Burkina avait été épinglé en son temps, par Transparence, sinon, un rapport de RENLAC avait incriminé plusieurs corps burkinabés. La réponse de Blaise Compaoré, en son temps chef de l'État, ça a été dit que mais est-ce qu'il y a un organisme sérieux qui est dénoncé la corruption, international qui est dénoncé la corruption au Burkina. Lui, il attend un organisme international pour commencer à dire que c'est grave. Donc ceux qui sont de sa maison qui disent que ça ne va pas là, lui disent non, ce n'est pas, pour le moment on peut attendre. Donc il a minimisé cela. Donc, mais au fur et à mesure, les choses ont pris du galon. Bon, il y a des institutions qui sont là, Cour des comptes, ASE, LC, qui sont là, mais à la fin, quel est le dossier du crime économique d'envergure jugé, qui implique des personnalités politiques, des personnalités judiciaires, des forces de défense et de sécurité? Donc, à la fin, la conclusion est effectivement implacable que les populations n'ont pas ce sentiment-là, qu'au plan État, il y a un effort qui est fait pour pouvoir effectivement endiguer le phénomène. Et là, le conseil, il est juste, même au niveau du Burkina Faso. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous allons vous inviter à lire davantage ce rapport de Transparency International pour mieux, en tout cas, prendre connaissance de ce qui a été dit. Mais sachez que la corruption est un mal et nous devons la combattre à tous les niveaux que ce soit. Merci à tous les deux, Geoffroy Vahar, Bernard Bougma. On vous retrouve donc jeudi pour la deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.